L'avion perce la couche de nuages comme un navire émergeant de la brume. Et là, à 2600 mètres d'altitude, là où l'air se raréfie et où les nuages caressent les toits, s'étend une ville qui défie les lois de la gravité. Bogota. En regardant ce hublot, je découvre l'un des paradoxes démographiques les plus fascinants de la planète. 70% des Colombiens ont fait le même choix impossible, vivre dans les nuages, tandis que 60% du territoire national reste pratiquement vide, avec moins de 6% de la population. Je suis Christophe Caporelli, historien. Aujourd'hui, je remonte le temps dans cette ville verticale, cette ville qui a inspiré le mythe d'Eldorado, en suivant le plus précieux des métaux, l'or. L'or est au cœur de la légende de Bogota. Pas seulement l'or comme métal, mais aussi l'or comme symbole, symbole du sacré, du pouvoir, de la conquête et de la perte. La capitale de la Colombie déploie ses 8 millions d'habitants sur un plateau andin qui fut jadis le cœur d'un empire oublié. Car pour comprendre Bogota, il faut commencer par ses fantômes dorés, la civilisation muiscas. Mes pas me mènent d'abord vers le musée de l'or, ce temple moderne érigé à la mémoire des muiscas, cette civilisation disparue. Dans les vitrines magnifiques du musée de l'or, 55 000 pièces témoignent d'un monde englouti. Chaque objet raconte une histoire que les conquistadors n'ont jamais su lire, trop éblouis par l'éclat du métal pour comprendre sa signification spirituelle. J'observe cette figurine qui représente la cérémonie qui aura inspiré le mythe de l'Eldorado. Un radeau d'or massif sur lequel se dresse un cacique, c'est-à-dire un chef muiscas, complètement nu, recouvert de poudre d'or, s'apprêtant à plonger dans les eaux sacrées de la lagune de Guatavita pour offrir des trésors dorés aux dieux. Cette pièce, découverte en 1969, résume à elle seule le malentendu fondamental qui allait changer le cours de l'histoire. Pour les Amérindiens muiscas, l'or n'avait aucune valeur marchande. C'était la chair des dieux, la matière de la communication avec le divin. Ils le jetaient dans le lac comme nous jetons des pièces dans les fontaines, non pas par richesse, mais par foi. Les muiscas occupaient ce plateau depuis plus de 1000 ans quand les premiers Espagnols atteignirent leurs terres en 1537. Les muiscas avaient transformé ces hautes plaines froides en un jardin fertile, drainant les marécages, cultivant le maïs et la pomme de terre, tissant un réseau commercial qui s'étendait des Andes aux plaines tropicales. Leur capitale, Bacata, d'où vient le nom de Bogota, n'était pas une ville au sens européen, mais un ensemble de villages reliés par des chemins sacrés. Le cacique régnait non pas par la force des armes, mais par la légitimité spirituelle. L'or était au cœur de leur rituel. En observant ces tunjos, ces figurines d'or représentant des offrandes humaines, je réalise que nous sommes face aux derniers témoins d'une vision du monde où la richesse se mesurait non pas à ce qu'on possédait, mais à ce qu'on était capable d'offrir aux dieux. Pour les muiscas, l'or portait un triple symbolisme. Jaune comme Soué, le soleil, leur dieu principal. Jaune comme le maïs, leur nourriture sacrée. Et jaune comme l'or, médiateur vers l'au-delà. Dans une seule couleur, ils avaient unifié le spirituel, le politique et le vital. Cette philosophie allait se heurter de plein fouet à l'appétit européen pour l'accumulation. Quand le conquistador espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada remonta el Río Magdalena en 1536 avec ses 800 hommes, il ne cherchait pas seulement de l'or, il cherchait l'Eldorado, cette cité mythique pavée d'or qui hantait les rêves des conquistadors. Ce qu'il trouva dépassait ses espérances et trahissait ses attentes. Pas une cité d'or, mais une civilisation entière qui transformait l'or en prière. 6 août 1538. Jiménez de Quesada fonde Santa Fe de Bogota sur les ruines de Bacata. Une date symbolique. L'or muisca allait connaître sa propre transfiguration, passant du sacré au profane, du rituel au butin. La rencontre fut d'une violence inouïe, mais d'une nature plus subtile que les massacres du Mexique ou du Pérou. Ici, la conquête se fit autant par la compréhension que par l'épée.
Le cacique Tiscuezuza, dernier souverain de Bacata, mourut les armes à la main en 1537, emportant avec lui les secrets de son peuple. Son successeur, Sagipa, fut torturé par les Espagnols qui exigeaient qu'il révèle l'emplacement des trésors. Il mourut sans parler, emportant dans sa tombe la véritable richesse des Muiscas, leur connaissance du territoire, leur harmonie avec l'altitude, leur art de faire fleurir la vie à 2600 mètres. En quelques décennies, une civilisation millénaire s'évanouit comme la brume matinale sur la savane de Bogota. Mais son or, lui, prit le chemin de l'Espagne, gonflant les coffres de l'empereur Charles Quint et alimentant l'inflation européenne au XVIe siècle. Pourtant, quelque chose de plus profond résista à la conquête. Dans les plis de la cordillère, dans la mémoire des survivants, dans la géographie même de cette terre haute, l'esprit Muisca survécut, attendant son heure. L'ironie de l'histoire, c'est que les conquistadors cherchaient l'Eldorado, des villes d'or, et trouvèrent des civilisations qui jetaient l'or au fond des lacs. Deux visions du monde s'affrontaient. Pour les Européens, l'or était accumulation, pouvoir, domination. Pour les Amérindiens, l'or était circulation, offrande, transcendance. L'Eldorado n'a jamais existé que dans nos rêves de conquête. La vraie richesse était là, sous les yeux des conquistadors, dans cette capacité à transformer l'altitude en avantage, l'isolement en créativité, la difficulté climatique en paradis tempéré. À 3152 mètres d'altitude, Monserrate domine Bogota comme un phare spirituel. En montant vers ce sommet sacré, d'abord par le téléphérique moderne, puis à pied sur les derniers mètres, je sens le poids de l'histoire. Ce mont était déjà sacré pour les Muiscas, qui y voyaient la demeure de leur dieu. Les conquistadors, avec leur génie de la récupération symbolique, y édifièrent une église dédiée au Christ, transformant l'ancien lieu de pèlerinage précolombien en sanctuaire chrétien. Du sommet, je bois mon café chaud et j'admire Bogota qui s'étend à mes pieds. Les quartiers coloniaux du centre, avec leurs toits de tuiles rouges, côtoient les gratte-ciels de verre et d'acier du nord moderne. Au sud, les comunes grimpent sur les flancs de la montagne comme des cascades de briques et de tôles ondulées. Les Colombiens modernes ont fait le même choix intelligent que les Muiscas, préférer l'éternel printemps des 14 degrés d'altitude aux facilités trompeuses des plaines chaudes et humides. Cette vue panoramique me fait comprendre quelque chose d'essentiel. Bogota n'a jamais cessé d'être une ville sacrée. Elle a seulement changé de dieu. L'or des Muiscas s'est transformé en d'autres richesses. Le café évidemment, les émeraudes, le pétrole, la culture. De Monserrate, on observe une ville qui continue de pousser vers le haut, comme si elle voulait rejoindre ses origines andines. Cette verticalité n'est pas seulement géographique, elle est métaphysique. Bogota reste une ville d'altitude, au sens propre comme au sens figuré. Altitude géographique qui rend l'air plus rare et les couchers de soleil plus intenses. Altitude spirituelle aussi, qui pousse ses habitants vers la création artistique, littéraire, intellectuelle. En regardant cette métropole tentaculaire, je réalise que l'altitude lui confère toujours ce statut particulier qu'elle avait à l'époque Muisca. Bogota reste une ville sanctuaire, perchée entre terre et ciel, où l'air raréfié semble distiller une spiritualité et une identité particulière. Les pèlerins qui montent aujourd'hui à Monserrate ne sont peut-être pas si différents des anciens Muiscas qui gravissaient ces pentes pour communier avec leur divinité. Muiscas, Colombiens modernes, ils cherchent toujours la même chose. Un point de vue élevé, une nouvelle perspective rendue possible en prenant de l'altitude. En redescendant vers le centre historique, mes pas me mènent vers la maison de Simón Bolívar, El Libertador, transformée en musée. Cette demeure coloniale, aux murs épais et aux patios ombragés, a abrité l'homme qui allait donner à leurs Colombiens une nouvelle destinée, financer la liberté. Bolívar comprenait mieux que quiconque la géographie symbolique de Bogota.
En choisissant cette ville haute comme capitale de sa grande Colombie, il ne faisait que reconnaître ce que les Muiscas avaient compris des siècles plus tôt. Qui contrôle Bogota contrôle les routes entre les Andes et les plaines, entre le Pacifique et l'Atlantique. Venu de Caracas au Venezuela, Bolívar comprend instinctivement le pouvoir stratégique de l'altitude. Quand il jure au Monte Sacro de Rome de libérer l'Amérique, il porte déjà en lui cette intelligence géographique andine. Il sait que l'altitude donne l'avantage stratégique, que les hauts plateaux commandent les vallées. Face à l'Empire espagnol, l'exploit militaire le plus audacieux reste sa traversée des Andes en 1819. Avec 2500 hommes, il parcourt 1500 km en pleine saison des pluies. Puis, escalade 4000 mètres d'altitude dans la neige et la glace. 2000 soldats meurent dans cette marche forcée. Mais l'effet de surprise est total. Ces campagnes militaires suivent toujours la même logique. Prendre de la hauteur pour dominer l'espace. À Boyacá, dans les hauts plateaux péruviens de Junín et Ayacucho, ces victoires décisives se gagnent en altitude. L'art de la guerre, selon Bogota. En 15 ans de guerre, Bolívar libère 6 nations actuelles du joug colonial. Venezuela, Colombie, Panama, Équateur, Pérou, Bolivie. Plus de 5 millions de kilomètres carrés arrachés à l'Empire espagnol. Un exploit qui le place au niveau des plus grands conquérants de l'histoire. Mais le génie de Bolívar va plus loin. Son rêve de Grande Colombie unit des territoires que tout sépare. Jungle amazonienne, côte des Caraïbes, haut plateau andin. Une vision impossible, sauf pour quelqu'un qui a fait de Bogota son quartier général stratégique. Car Bogota lui enseigne que la géographie n'est pas un destin, mais un défi. L'or colonial, qui pendant 3 siècles avait pris le chemin de l'Espagne, allait désormais servir à financer l'indépendance américaine. Les mines de Colombie alimentèrent les campagnes militaires qui libérèrent le Venezuela, l'Équateur, le Panama, le Pérou et la Bolivie. Une autre ironie de l'histoire veut que Bolívar soit mort dans la pauvreté, ayant dépensé toute sa fortune personnelle pour la cause indépendantiste. L'homme qui avait redonné à l'or américain sa vocation américaine mourut sans or, mais en léguant à ses compatriotes un héritage plus précieux que tous les métaux, la liberté. Dans cette maison désormais silencieuse, j'essaie d'imaginer la présence de ce visionnaire qui avait compris que la vraie richesse de l'Amérique n'était pas dans ses mines, mais dans sa capacité à inventer son propre destin. En sortant de la maison de Bolívar, une scène surréaliste m'arrête net. Au détour d'une rue, un lama paie tranquillement, indifférent au trafic et au klaxon. Cette image, qui pourrait sembler anecdotique, résume pourtant toute l'essence de Bogota contemporaine. Ce lama urbain, c'est la métaphore vivante de cette ville qui n'a jamais vraiment choisi entre la modernité et la tradition, entre l'Europe et l'Amérique précolombienne, entre l'altitude et les plaines. Bogota reste cette ville impossible où coexistent tous les temps, toutes les géographies, tous les rêves. Cette coexistence pacifique entre l'ancien et le moderne, entre le rural et l'urbain, c'est peut-être cela, le véritable or de Bogota. Du Museo Nacional s'élèvent des rythmes de musique qui me sont familiers. Le hip-hop, le rap. Mais le hip-hop bogotano ne copie pas le Bronx. Il épouse les rythmes précolombiens avec l'imaginaire urbain contemporain. Mes mouvements sont désastreux, mais peu importe. Dans cette danse, je touche à quelque chose d'essentiel. Le hip-hop bogotano n'imite pas le hip-hop américain. Il le digère, le transforme, l'hybride avec des rythmes plus anciens. Dans un café, je m'arrête pour savourer ce que les Bogotanos considèrent comme leur or liquide. Le café colombien. Cette boisson noire et amère, qui a remplacé l'or métal comme richesse nationale, porte en elle toute l'histoire du pays. Chaque gorgée contient la sueur des planteurs, l'âpreté des montagnes, la douceur du climat tropical. L'or des Muiscas est dans un musée aux disparus, mais les Colombiens ont trouvé un nouvel or dans les graines de café. Bogota n'est pas seulement une capitale, c'est le laboratoire d'une humanité qui a appris à prospérer dans l'impossible. 70% des Colombiens ont fait le même pari audacieux que les Muiscas, transformer l'altitude en avantage civilisationnel. Un choix radical qui défie toute logique urbaine conventionnelle. Bogota m'a enseigné que les plus belles créations humaines naissent souvent de choix contre-intuitifs.
une métropole dans les nuages, une civilisation née du pari audacieux de transformer l'air raréfié en éternel printemps. Cette anomalie démographique de la Colombie révèle une vérité universelle. Parfois, ce qui semble impossible devient la meilleure des solutions. En quittant Bogota, je comprends que ma quête de l'Eldorado, cette mythique cité d'or du passé, était en réalité une découverte de l'or présent, car l'or véritable de cette ville n'a jamais disparu. Il s'est simplement transformé, dispersé, réinventé. L'or des Muiscas vit dans la créativité de Gabriel García Márquez et de Fernando Botero, tous deux enfants de cette terre en altitude. Il scintille dans les yeux des enfants qui jouent au football sur des terrains de terre battus dans les quartiers populaires. Il résonne dans la voix de Shakira qui chante l'Amérique métisse. Il parfume les graines de café qui partent chaque matin vers toutes les capitales du monde. En observant une dernière fois cette ville qui monte vers les nuages, je réalise que l'or de Bogota, c'est finalement cela. Cette capacité à transformer l'impossible en possible, à faire fleurir la vie à 2600 mètres d'altitude, à réconcilier l'ancien et le moderne dans un même élan vers le ciel. C'était Christophe Caporil et depuis Bogota, pour toujours la ville de l'Eldorado. À très bientôt.